Voilà pour ce qui est de la présentation du PIB potentiel. Maintenant, on va réunir en fait les trois droites dans un seul et unique graphique qui va nous permettre maintenant de raffiner davantage notre analyse par rapport au modèle que je vous avais présenté. Je crois que c'est soit dans le précédent vidéo ou dans une capsule précédente, dans une section précédente. Donc, graphiquement, comme je dis, là, je me répète, mais la répétition est la mère de l'apprentissage, comme on dit. C'est moi qui dis ça de toute façon. Bon, ça, c'est mon PIB réel. Là, vous voyez, j'ai mis un Y. Y, je vous rappelle, je vais juste faire un petit addendum ici. En noir, évidemment, personne ne va voir. Y, c'est le PIB réel. Puis le PIB réel, si vous ne vous souvenez pas, c'est quoi? Dites-vous que c'est simplement le PIB nominal, donc la valeur de ce qu'on a produit dans une année, divisé par l'évolution du niveau des prix. Donc, n'oublions pas notre titre au GDG, ou s'il y en a qui veulent l'appeler OACT, offre agrégée de court terme, demande agrégée, ça demeure, ou OALT. Donc, c'est une façon de se rappeler qu'il y a trois droites. Moi, je préfère celle-ci. Ça, c'en est une autre. En fait, pourquoi il y a deux titres pour... officiellement, là, vous allez... Si vous recherchez sur Internet, là, je fais une parenthèse là-dessus, là, vous allez voir qu'il va y avoir la demande agrégée ou la demande globale, c'est la même affaire. Elle est représentée pareil. Mais dans certains livres scolaires, vous allez voir que la demande, l'offre agrégée, va ressembler à une droite comme celle-ci. Une espèce de droite qui devient à la verticale. C'est juste une façon différente, je crois, selon ce que j'ai cru comprendre, de représenter la même information. Moi, je préfère une version un peu plus, pas plus compliquée. Oui, elle est plus compliquée à apprendre, mais une fois qu'elle est apprise, elle permet de faire vraiment des analyses dont on est certain que l'interprétation est bonne, puis ça permet de raffiner aussi. Donc, je vous disais, on les réunit ensemble. OACT, où ici, c'est l'offre globale. Si je vais faire un parallèle entre les deux, demande agrégée ou demande globale. Et évidemment, puis pour le reste, moi, je le mets, puis je vous conseille de faire la même chose aussi, mettez-vous une couleur différente. PIB potentiel. Ou, son autre petit nom, OALT. Donc ici, on va se donner des chiffres. Je disais ça, c'était à 1000. 500, là, je vais prendre une autre couleur. Puis si je disais que c'était à 1500, bien entendu. Là, je mets 100 ici, mais honnêtement, vous pourriez marquer n'importe quel chiffre, puis ça reviendrait au même. Donc, on avait 150 ici, puis on avait 50. Donc, voici les trois droites réunies ensemble. Ici, ce qu'on voit, évidemment, l'équilibre de court terme, parce que les blanches en blanc, c'est l'analyse de court terme, et ça, c'est le PIB potentiel. Donc, dans un marché, plutôt, dans une économie où les choses vont normalement, c'est-à-dire que nos travailleurs ne sont pas sous-exploités, ils ne sont pas surexploités, nos usines ne sont pas en train de tomber en ruine ou ne sont pas fermées, donc où que tout va bien, normalement, là je vais vous marquer trois situations ici, en temps normal, donc c'est ce qu'on va appeler en temps normal, je vais vous l'écrire comme du monde, donc tout va bien, on va appeler la première situation que vous voyez ici, c'est l'équilibre de plein emploi. Pourquoi on dit que c'est l'équilibre de plein emploi? C'est simplement, que le marché, donc, que le PIB réel d'équilibre, donc déterminé par les droites blanches, est égal au PIB potentiel. Donc, notre économie n'est pas en surchauffe, elle n'est pas en situation de récession. Elle est juste normale. Donc, ça c'est pour la première. Là, je vais juste me donner un peu d'espace pour travailler. On va réduire ça un peu ici. On va faire disparaître une coupe d'affaires. Voilà. Juste pour être certain que les choses aillent bien. Petit temps. Voilà les choses. Bon. Donc, revenons à nos moutons. Donc, le premier graphique que je viens de vous présenter représente une situation de plein emploi où ici, je vais vous le marquer, équilibre de plein emploi. Donc, techniquement, le chômage
est égal au chômage naturel. Le deuxième type qu'on va voir ici, non, juste pour être certain qu'on pratique, puis les amis à la maison, si vous voulez un truc, faites-vous un petit graphique comme moi pour que vous suiviez. Ça, c'est PIB réel. Vous voyez que j'accélère. OACT. Oups. On va effacer cette dernière droite. Voilà. On va faire... En fait, moi, ce que je fais d'habitude, c'est pas ça qu'ils vont vous montrer dans votre manuel, mais moi, je préfère ma façon. Je vais mettre toujours mon PIB potentiel en premier. Parce que lui, il est simple à se rappeler, c'est une droite verticale, PIB potentiel. Potentiel. On disait qu'il était à 1000, donc techniquement, il ne changera pas. Je réidentifie mes droites. Là, je me suis mis des chiffres fictifs simplement pour donner un exemple. 50, on disait que ici c'était 500, ici c'était 1500, on va dire des milliards de dollars. Donc, la deuxième situation que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle un équilibre de sous-emploi. Bon, je fais un petit parallèle avec la courbe des possibilités de production. Ah non, oui, la voilà encore, la CPP. On disait qu'on était une situation de pas efficace, qu'on était sous la CPP. Ben, c'est exactement ça qui arrive, mais cette fois-ci de façon graphique, avec le modèle de l'offre et la demande. Donc, on va dire, par exemple, l'idée d'un équilibre de sous-emploi. Là, je le trace vraiment à la main comme ça. Voilà. Ça, c'est ma droite de demande agrégée, offre agrégée de court terme, PIB potentiel ou OALT. Donc, quelle est la différence entre ce qu'on voit ici et ici? C'est que l'équilibre ne se situe là. Faites attention, là, ça n'a pas de lien avec le chiffre. En fait, c'est pas vrai que ça n'a pas de lien, là. Ce qui détermine si on est en équilibre de sous ou de suremploi, c'est la différence qui existe entre. Et là, je vais juste mettre mon attention. Je vais vous l'écrire. Ben, je vous le dis, là. Donc, on sait qu'on est dans une situation de sous-emploi quand il existe une différence entre le PIB réel, donc quand le PIB réel est inférieur au PIB potentiel. Donc, j'aurais pu complètement changer mes chiffres, le déplacer. L'idée, c'est vraiment ici. On dit qu'on est dans une situation d'équilibre de sous-emploi lorsque le PIB réel est inférieur au PIB potentiel. Donc, on ne parle pas ici d'une situation de déséquilibre. Hein? On fait juste dire que présentement, l'équilibre, et c'est là-dessus le point que j'essaie d'apporter, c'est que l'équilibre existe. Là. L'économie est une situation d'équilibre peut-être à 100 milliards de dollars ici, là, avec un niveau des prix à 75. Donc, officiellement, on a un IP d'équilibre et ici, on a un PIB réel d'équilibre aussi. Mais cet équilibre-là n'est pas égal au PIB potentiel. Donc, quand je vous disais qu'on raffine l'analyse, c'est vraiment ça. Là, vous remarquerez que je n'ai pas fait de... Il n'y a pas de nouvelle droite. Là. Dans le fond, il n'y a pas de nouvelle droite de demande, ni de nouvelle droite d'offre agrégée à court terme. C'est vraiment que je vous représente un nouvel équilibre. Ça va devenir beaucoup plus riche, l'analyse, quand là, il va y avoir des déplacements de droite. Là, on va se trouver dans des situations d'équilibre, de suremploi, de sous-emploi, etc. Donc, on parle qu'il y a du sous-emploi. Évidemment, le chômage, on va dire, moi je le qualifie de réel, est plus élevé que le chômage naturel. Pas naturel, mais plutôt naturel, comme on voit ici, le chômage naturel. Donc, si le chômage réel, par exemple, au Québec est de l'ordre de 4%, si on va dire ici que le chômage réel, mettons, serait de 5%, est égal à 5% qui est mon chômage naturel, ici, si le chômage naturel est toujours de 5%, mais que le chômage qui prévaut actuellement est de 7%, ben, c'est pour ça qu'on dit que le chômage réel est plus important que le chômage naturel. Pourquoi? Bien, parce que dans une situation de sous-emploi, il y a des ressources qui ne sont pas utilisées, des usines, des travailleurs, puisqu'on ne produit pas ce qu'on devrait produire. Donc, si dans une économie, on est en mesure de produire pour 1000 milliards de dollars, bien, et qu'en réalité, dans 7 années, on en produit juste 600, il y a 400 milliards ici d'écart, 400 milliards de dollars qui ne sont pas produits. Donc, il y a des travailleurs
qui font, ben pas qui font rien, mais disons, il y a des raisons qui font que les travailleurs et les usines ne tournent pas. Donc, c'est ainsi qu'il faut voir la chose. Donc, on a vu équilibre de plein emploi, équilibre de sous-emploi, et ce qui est le prochain élément, le dernier petit graphique. Voilà, juste déplacer. Oups, trop déplacé. Voilà. Donc, ici, et vous allez vous en douter, le troisième qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de, je crois, il appelle ça un équilibre de suremploi. Donc, l'équilibre de suremploi, ici, on répète, IIP, Y réel. Je refais en ordre. Là, il n'y a pas de titre dans mes graphiques, mais c'est parce que j'accélère. Ça, c'est le PIB potentiel, que vous remarquerez que je n'ai pas changé du tout. Il est toujours situé à 1000 milliards de dollars. Je vais juste PIB réel. Puis ça, c'est mis en milliards de dollars. Bon. Je vous dis équilibre de suremploi. Ça, c'est mon OACT, offre agrégée à court terme, et la demande agrégée. Donc, je répète qu'on a toujours une situation d'équilibre ici. Puis dans l'exemple précédent, je pense que je disais que c'était à peu près ça. Ça, c'était 100. Ça, c'était à 150. Puis ici, c'était 50. Je disais qu'ici, c'était à peu près 500. Puis ici, on disait 1500. Donc, ici, on a une situation contraire de ce que nous avions tantôt. On dit que c'est un équilibre de suremploi. Pourquoi? Ben, parce que clairement, notre production réelle est supérieure et plus grande que le PIB potentiel. Je vais juste l'écrire comme ça. Voilà, que le PIB potentiel. Là, vous voyez, j'ai changé ma notation de PIB par Y. Je vous dis, Y, c'est PIB. Il faut que ça rentre, il faut que ça soit, faut qu'on le sache. Concrètement, avec les chiffres que j'ai donnés, je disais que milliards de dollars, soit des grammes, là. Il n'y a pas de marquer des grammes à l'examen. Ça, c'est des 1500 milliards de dollars. Donc, on dit que le PIB réel de cette année est plus grand que le PIB potentiel. Donc, ça va être une situation où on va être en situation de... on va être en surcapacité. Donc, on produit plus qu'on peut. Donc, au lieu de faire travailler nos travailleurs 35 heures, on les fait travailler 40, 50, 60, 70 heures. Nos usines tournent à plein régime. Donc, c'est pour ça qu'à long terme, on va qualifier ça de... Et là, je vais mettre une autre couleur parce que c'est important à savoir. On va parler d'écart. L'écart provient de la différence entre le PIB réel et le PIB potentiel, d'écart inflationniste. Donc, l'écart inflationniste, visuellement, c'est ce qu'on retrouve ici. Je vais changer mon petit... Voilà. Donc, l'écart inflationniste, c'est ce qu'on va retrouver ici. Là. Ici. J'ai dit ici. Hawaii. J'ai dit ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un écart inflationniste. Pourquoi un écart inflationniste? Et ça, c'est l'autre élément que je mets un deuxième astérix. C'est pour ça que c'est important d'écouter une vidéo complète. C'est qu'en général, on dit que l'économie s'ajuste avec l'offre. Bon, c'est pas écrit de même dans votre manuel, là, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est la courbe d'OACT qui va se déplacer, qui va s'ajuster. Déplacer. Donc, pourquoi on parle que c'est un écart inflationniste? C'est que ici, ce qui arrive, c'est que si on surutilise les travailleurs, on va tomber dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Voilà, contexte de pénurie de main-d'œuvre qui, elle-même, va causer une hausse des salaires. Puis on sait qu'en général, si tous les prix se mettent à augmenter dans l'économie, qu'est-ce qui arrive? Augmentation du niveau des prix, donc cause de l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un écart inflationniste.
ce qui va me ramener à un deuxième point qu'on avait ici. Donc, si on a un écart inflationniste, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir un écart, les gens vont me dire déflationniste. Non, c'est faux, un écart récessionniste. Donc, un écart de récession. Donc, un écart de récession, c'est simplement qu'on est PIB réel est inférieur au PIB potentiel. La petite explication récessionniste. Donc, concrètement, encore une fois, c'est l'OACT, donc l'offre à court terme, qui s'ajuste. Alors, dans un deuxième mouvement, graphiquement, on ne le montrera pas cette fois-ci. On ne le montrera pas en général. Donc, si l'OACT s'ajuste, comment est-ce qu'elle va faire? C'est que, regardez, situation de chômage, ça fait en sorte qu'il y a un surplus de main-d'œuvre. Donc, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui voudraient travailler, puis là, on est toujours dans l'hypothèse que les gens veulent travailler. Donc, généralement, ce qui va arriver, c'est une baisse des salaires. Et si les salaires diminuent, en général, on va dire que le niveau des prix va diminuer aussi. Oui, dans ce cas-ci. Donc, techniquement, le niveau des prix va diminuer, mais si les salaires diminuent, pour faire le lien avec la récession, en général, après ça, ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir une augmentation de l'offre agrégée à court terme, parce que si les salaires diminuent, ça veut dire que les entreprises trouvent que ça coûte moins cher embaucher des gens, ce qui, au final, va relancer la production. Et comme je vous dis, ça, c'est vraiment la grande explication pour expliquer un écart récessionniste. Donc, l'écart récessionniste, c'est vraiment ce qu'on retrouve ici. Ça, c'est plutôt ici. Écart récessionniste. Donc, c'est plus une vision un peu plus à long terme